Mes parents ont vendu mon appartement dans mon dos pour payer le mariage à 200 000 € de ma sœur. Ils m'ont appelé en riant, merci pour le cadeau de mariage. J'ai souri et leur ai dit de vérifier leur courrier. Leurs visages ont blêmi en voyant l'avis de saisie que j'avais envoyé. Je m'appelle Daphné, j'ai 33 ans, et il y a 3 semaines, mes parents ont vendu mon appartement sans ma permission. Ils l'ont liquidé, comme on se débarrasse d'un vieux meuble encombrant, pour financer le caprice ultime de ma sœur cadette, un mariage royal de 200 000 € dans un château viticole bordelais. Ils m'ont appelé, ivre de joie et de champagne, pour me remercier de ce cadeau que je n'avais jamais offert. Ils pensaient que j'allais me taire. Ils pensaient que la gentille Daphné, la fille effacée, la fille qui travaille dans la poussière des chantiers pour que sa sœur puisse briller, allait simplement baisser la tête et accepter. Ils avaient tort. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais prête à transformer leur rêve de conte de fées en un cauchemar juridique et financier dont ils ne se relèveraient jamais. Mais avant de vous raconter comment j'ai détruit le jour le plus heureux de leur vie, laissez-moi vous poser une question. D'où écoutez-vous cette histoire incroyable en ce moment? Dites-moi dans les commentaires votre ville, votre pays, et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir jusqu'où mon histoire voyage. Tout a commencé un mardi matin, gris et pluvieux, typique de l'automne à Bordeaux. J'étais sur l'échafaudage d'une vieille église en rénovation, le vent fouettant mon visage, l'odeur du ciment et de la pierre humide remplissant mes poumons. Je suis architecte spécialisé dans la restauration du patrimoine. C'est un métier dur, physique, loin du glamour, mais c'est ma passion. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma veste de sécurité jaune fluo. C'était ma mère, Sylviane. J'ai hésité à répondre. Ma mère ne m'appelle jamais le matin, sauf s'il y a une urgence ou si elle a besoin d'argent. J'ai essuyé la poussière de mes gants et j'ai décroché, m'attendant au pire. Daphné. Chérie. Sa voix était stridente, joyeuse, presque hystérique. J'entendais le bruit de verre qui s'entrechoque en arrière-plan. Tu ne devineras jamais la nouvelle. C'est un miracle. J'ai froncé les sourcils, descendant de l'échelle pour trouver un coin plus calme. Qu'est-ce qui se passe, maman? Coralie a encore changé de traiteur? Mieux que ça. Elle riait. Un rire qui me donnait froid dans le dos. Ton père a trouvé une solution pour le mariage. Plus besoin de faire des économies de bout de chandelle. On a vendu ton loft au Chartron. Le temps s'est arrêté. Le bruit du marteau-piqueur au loin s'est estompé. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Tu as dit quoi? Ton appartement, voyons, continua-t-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. On a retrouvé cette vieille procuration que tu nous avais laissée quand tu es parti en mission au Maroc il y a 5 ans. Le notaire de campagne, tu sais, le vieil ami de ton père, a été très arrangeant. L'acheteur a payé cash. 200 000 €. L'argent est déjà sur notre compte. C'est providentiel, non? J'ai dû m'appuyer contre le mur froid de l'église pour ne pas tomber. Mes jambes tremblaient. Maman. C'est mon appartement. C'est chez moi. Vous n'avez pas le droit. Oh, arrête de faire ta rabat-joie. Sa voix a changé instantanément, passant de la joie à l'agacement. Tu n'y es jamais, tu es toujours sur tes chantiers ou en déplacement. Et puis, Coralie en a besoin. C'est le plus beau jour de sa vie, Daphné. Le mariage avec Amaury de Langlade, tu te rends compte? On ne peut pas lui faire honte. Considère ça comme ta contribution à la famille. Ma contribution. 8 années d'économie. 8 années à manger des pâtes, à ne pas partir en vacances, à surveiller chaque centime pour m'acheter ce loft délabré et le rénover de mes propres mains, soir après soir. Et il l'avait vendu. Pour une fête. C'est illégal, maman. Cette procuration n'est plus valide. C'est du vol. Nous sommes ta famille, hurla-t-elle presque. Ce qui est à toi est à nous. Ne sois pas égoïste pour une fois. On fêtera ça dimanche. Bisous. Elle a raccroché. Juste comme ça. Je suis restée là, sous la pluie fine, le téléphone serré si fort dans ma main que mes jointures étaient blanches. Je ne pleurais pas curieusement, je ne ressentais aucune tristesse. Juste un vide immense, glacial, qui commençait à se remplir d'une colère noire et dense. Il ne m'avait pas demandé. Il ne m'avait pas consulté. Il m'avait volé, et il riait.
J'ai regardé l'heure. 10h15, le mariage était dans 3 semaines. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que l'argent était à eux. Mais ils avaient oublié une chose, je ne suis plus la petite fille qui cherche leur approbation. Je suis l'architecte qui répare les structures effondrées, et je sais exactement comment démolir ce qui est pourri. J'ai quitté le chantier immédiatement. Je suis monté dans ma vieille Peugeot, les mains crispées sur le volant, et j'ai conduit vers le quartier des Chartrons. J'avais besoin de voir. J'avais besoin de toucher les murs de ce qu'ils prétendaient m'avoir pris. En roulant le long des quais de la Garonne, les souvenirs ont afflué, non pas comme une douce nostalgie, mais comme des éclats de verre. Dans notre famille, les rôles avaient été distribués dès la naissance. Coralie, ma cadette de 4 ans, était la princesse, l'enfant doré, fragile et précieuse. Moi, j'étais l'outil. La fille robuste, celle qui ne se plaint pas, celle qui n'a pas besoin qu'on s'inquiète pour elle. Je me suis souvenu de mes 10 ans. J'avais obtenu un 20/20 en mathématiques, une note parfaite. J'avais couru à la maison, le bulletin serré contre ma poitrine, le cœur battant d'espoir. Quand je suis entrée dans le salon, ma mère était en train d'applaudir Coralie. Ma sœur, âgée de 6 ans, avait dessiné un gribouillis informe avec des crayons de cire. « Regarde Bernard », s'extasiait ma mère. Elle a un sens inné de la couleur. C'est une artiste. Mon bulletin est resté dans mon sac. Personne ne l'a jamais regardé. Le schéma s'est répété, encore et encore, jusqu'à devenir une loi physique immuable. Quand j'ai voulu apprendre le violon, mon père a soupiré. « C'est cher, Daphné, et tu n'as pas l'oreille musicale. » 2 mois plus tard, ils achetaient un piano à queue blanc laqué pour Coralie, parce qu'elle avait vu un film et voulait essayer. Le piano a fini par servir d'étagère à photos 6 mois plus tard. Quand j'ai eu mon diplôme d'architecte avec mention, mes parents n'étaient pas là. Ils étaient à l'hôpital avec Coralie, qui faisait une crise d'angoisse parce que son petit ami de l'époque l'avait quitté. J'ai reçu mon diplôme seul, sur l'estrade, cherchant désespérément un visage familier dans la foule. Il n'y en avait pas. Je suis arrivée devant mon immeuble. Un vieux bâtiment en pierre blonde de Bordeaux que j'avais adoré au premier regard. Je suis montée au 3e étage, mon cœur battant la chamade. J'ai inséré ma clé dans la serrure. Elle a tourné. La porte s'est ouverte. Mon loft était là. Mes murs de briques apparentes que j'avais passé des heures à sabler. Ma verrière industrielle que j'avais dessinée moi-même. Mon odeur de café et de vieux livres. Il n'avait pas encore changé les serrures. L'acte de vente frauduleux avait dû être signé, mais la prise de possession n'était pas encore effective. Je suis entrée et je me suis effondrée sur mon canapé en velours vert. C'était mon sanctuaire. Le seul endroit au monde où je n'étais pas la sœur de Coralie, mais juste Daphné. J'ai regardé autour de moi, et la réalité de leur trahison m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était une négation totale de mon existence. En vendant cet endroit, ils disaient, « Ta sécurité ne compte pas. Ton travail ne compte pas. Seul le bonheur éphémère de Coralie importe. » Mon téléphone a vibré à nouveau. Un email de ma mère. Le sujet, planning mariage, urge. J'ai ouvert le message. C'était une liste de tâches pour moi. 1. Récupérer les fleurs, Coralie est trop stressée. 2. Payer le solde du traiteur, on te remboursera avec l'argent de la vente. 3. Ne pas faire la tête dimanche. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Ils pensaient vraiment que j'allais coopérer. Ils pensaient que j'allais les aider à dépenser l'argent de mon propre toit. Je me suis levée et je suis allée vers mon petit coffre-fort dissimulé derrière une étagère. J'ai composé le code. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, mais des papiers. Des dossiers. La preuve de leur plus grand secret. La preuve que si je voulais, je pouvais non seulement récupérer mon appartement, mais les détruire totalement. Pour comprendre l'ampleur de l'ironie, il faut remonter 4 ans en arrière. Mes parents, Bernard et Sylviane, ont toujours vécu au-dessus de leurs moyens. Ils aiment l'apparence de la richesse, le vernis social, les dîners où l'on sert du foie gras même si le frigo est vide le reste de la semaine. Il y a 4 ans, mon père a pris sa retraite. Au lieu de se montrer prudent, il a écouté les conseils d'un des ex-petits amis de Coralie, un soi-disant génie de la crypto-monnaie. Mon père a investi toutes ses indemnités de départ, et a même hypothéqué la maison familiale, celle où nous avons grandi.
6 mois plus tard, tout s'est effondré. L'argent a disparu. La banque a menacé de saisir la maison. Mes parents étaient au bord de la rue, terrifiés, honteux. Ils ne l'ont dit à personne. J'ai découvert la vérité par hasard en trouvant une lettre d'huissier dernier avis cachée sous une pile de magazines chez eux. J'aurais pu les laisser couler. Après tout, ils ne m'avaient jamais aidé. Mais je suis leur fille. Malgré tout, je les aimais. Je ne voulais pas voir mon père, un homme fier, devenir SDF. Alors j'ai pris une décision que je regrette amèrement aujourd'hui. J'ai pris en charge leur prêt immobilier. J'ai contacté leur banque. J'ai mis en place un virement automatique mensuel de 1 800 € depuis mon compte personnel pour couvrir leurs échéances. J'ai vidé mon compte épargne urgence pour payer les arriérés. J'ai fait tout cela en silence. J'ai simplement dit à mon père, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Garde ta dignité. Il a pleuré. Il m'a serré dans ses bras. Pour la première fois de ma vie, j'ai cru qu'il me voyait. Pendant 48 mois, j'ai payé. Chaque mois, 1 800 € quittaient mon compte. C'était de l'argent que je ne mettais pas dans mon loft, de l'argent que je ne dépensais pas pour moi. Au total, j'ai versé plus de 86 000 € pour sauver leur toit. Mais voici le plus cruel. 6 mois après le début de mes paiements, lors d'un déjeuner dominical, ma mère a levé son verre. Nous voulons porter un toast à notre ange gardien, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. J'ai souri timidement, attendant enfin une reconnaissance publique. À Coralie, a continué ma mère. Qui, grâce à ses talents de coach de vie, nous aide financièrement tous les mois. Sans elle, nous aurions perdu la maison. J'ai failli m'étouffer. J'ai regardé Coralie. Elle souriait, ce sourire doucereux et modeste qu'elle a perfectionné devant le miroir. Elle n'a pas nié. Elle a pris la main de maman et a dit « C'est normal, maman. La famille, c'est sacré. » J'ai appris plus tard que Coralie avait vu mes relevés bancaires traîner sur la table basse un jour où elle était passée chez moi. Elle avait compris que je payais. Elle savait que je ne dirais rien pour ne pas humilier papa devant tout le monde. Alors, elle s'est approprié mon sacrifice. Elle a raconté à nos parents que c'était elle qui me donnait l'argent en liquide pour que je fasse les virements, parce qu'elle avait des problèmes de plafond bancaire. Un mensonge absurde, mais mes parents voulaient tellement croire que leur bébé était une réussite qu'ils l'ont gobé. Depuis ce jour, Coralie est la sainte. Et moi? Je suis juste l'intermédiaire bureaucratique. J'ai sorti le dossier du coffre. À l'intérieur, 48 relevés bancaires surlignés en jaune. Les preuves de virement. L'attestation de la banque que les fonds provenaient de mon salaire, pas de dépôt en espèces imaginaires de Coralie. Et maintenant, en plus de voler mon passé, ils essayaient de vendre mon futur. Je suis restée assise là, les preuves étalées sur mon tapis. La rage me brûlait la gorge. Mais une partie de moi, cette vieille habitude d'être la fille sage, hésitait encore. Et vous? Si votre sœur volait le mérite de 86 000 € de vos économies et que vos parents vendaient votre maison pour son mariage, que feriez-vous? Seriez-vous capable de ruiner votre propre famille? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis un monstre ou si c'est de la justice. J'ai refermé le dossier. Le claquement du carton a résonné comme un coup de feu dans l'appartement vide. J'avais pris ma décision. Je n'allais pas seulement récupérer mon appartement. J'allais récupérer ma vérité. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau ultramoderne de Soraya, ma meilleure amie et avocate redoutable. Soraya est tout ce que je ne suis pas, bruyante, agressive, et elle adore les conflits. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle n'a pas pleuré avec moi. Elle a jeté son stylo à travers la pièce. Ils ont fait que oui, a-t-elle hurlé, faisant sursauter sa secrétaire dans le couloir. Faux et usage de faux. Abus de confiance. Vol. Daphné, on appelle la police. Maintenant. Ton père et ta mère vont finir en garde à vue. Et ce notaire de campagne véreux va perdre sa licence avant le dîner. Elle avait déjà la main sur le téléphone. J'ai posé la mienne sur la sienne pour l'arrêter. Non, Soraya. Pas la police. Pas tout de suite. Elle m'a regardée comme si j'étais folle. Tu plaisantes? Ils viennent de vendre ton toit pour payer du champagne. Ils méritent la prison. Si je les envoie en prison maintenant,
ai-je expliqué calmement, d'une voix qui me surprenait moi-même, le mariage sera annulé discrètement. Ils joueront les victimes. Ils diront à tout le monde que leur fille ingrate a porté plainte pour un malentendu administratif. Coralie pleurera, et tout le monde la plaindra. Je serai la méchante. Encore une fois. J'ai pris une grande inspiration. Je veux qu'il tombe de haut. Je veux que la vérité éclate devant tout le monde. Devant la famille d'Amaury. Devant leurs amis riches. Je veux qu'il n'y ait aucune échappatoire possible. Soraya a lentement reposé le combiné. Un sourire carnassier s'est dessiné sur ses lèvres rouges. Tu me fais peur, Daphné. J'adore ça. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer un plan de bataille. Soraya a rédigé une opposition à la vente en urgence. En France, on ne peut pas vendre un bien sans la signature réelle du propriétaire le jour de l'acte définitif, ou une procuration valide. Soraya a découvert que le notaire véreux avait validé une promesse de vente et avancé les fonds à mes parents sur la base de la fausse procuration, en attendant la signature finale qui devait avoir lieu la semaine après le mariage. C'était une pratique illégale, risquée, mais courante dans les petites magouilles de province. Je vais envoyer un huissier signifier l'opposition au notaire et à la banque, a dit Soraya en tapant furieusement sur son clavier. Mais je vais demander à l'huissier de ne délivrer l'acte à tes parents que, disons, au moment le plus opportun. Le jour du mariage, ai-je tranché. Parfait. Et pour l'argent que tu as versé pour leur maison? Prépare une mise en demeure. Remboursement immédiat de la totalité des 86 400 € au titre de prêt familial non remboursé. Sinon, saisie de leur maison. Tu sais que ça va les mettre à la rue? Ils n'ont plus rien. J'ai regardé par la fenêtre du cabinet, la ville de Bordeaux s'étendant sous la pluie. Ils ont essayé de me mettre à la rue ce matin, Soraya. Ils ont tiré les premiers. En sortant de son bureau, j'avais l'impression de porter une armure invisible. J'avais les documents. J'avais la loi de mon côté. Mais maintenant, je devais jouer le rôle le plus difficile de ma vie, la fille soumise qui ne sait rien. Je devais les laisser croire qu'ils avaient gagné, jusqu'à la dernière seconde. Le dimanche suivant, j'ai dû me rendre chez mes parents pour le fameux dîner de rencontre avec la belle famille. Amaury de Langlade et ses parents, monsieur et madame de Langlade, étaient là. C'était un choc des cultures. Les de Langlade sont de la vieille noblesse du vin, des gens discrets, aux manières impeccables, dont la richesse se devine à la qualité du tissu de leurs vêtements plutôt qu'aux logos affichés. Mes parents, en revanche, transpiraient l'effort. Ma mère avait sorti l'argenterie qu'elle ne polissait jamais, et mon père portait un costume un peu trop brillant, parlant trop fort, riant trop souvent. Coralie était assise à côté d'Amaury, lui tenant la main, jouant la fiancée timide et éthérée. Quand je suis entrée, le silence s'est fait. « Ah, Daphné !» s'est exclamé mon père, un peu trop enthousiaste. « Tu es en retard. Va chercher une chaise à la cuisine, il n'y a plus de place ici. » Pas de bonjour. Pas d'embrassade. J'étais la servante. J'ai serré les dents et je suis allée chercher un tabouret pliant. Je me suis assise en bout de table, un peu en retrait. Le dîner était une torture. Mes parents enchaînaient les mensonges. Oui, nous avons décidé de vendre un de nos investissements immobiliers au Chartron pour offrir ce mariage aux enfants, disait mon père en servant le vin. C'est important pour nous de transmettre notre patrimoine. Investissement immobilier. Il parlait de mon appartement. J'ai vu monsieur de Langlade hocher la tête avec approbation. C'est un geste très noble, Bernard. De nos jours, peu de parents sont aussi généreux. Oh, vous savez, a ajouté ma mère en posant sa main sur celle de Coralie. Coralie mérite tout. Elle a tellement travaillé pour développer son cabinet de sophrologie. C'est elle qui gère nos finances, vous savez? Une vraie tête bien faite. J'ai failli recracher ma soupe. Coralie gérait leurs finances? C'est pour ça qu'ils étaient ruinés. Amaury m'a regardé. Il avait l'air gentil, mais un peu perdu. Et vous, Daphné? Coralie m'a dit que vous travailliez dans le bâtiment? Le ton n'était pas méprisant, mais ma mère s'est empressée de répondre à ma place. Oh, Daphné est un peu manuelle. Elle aime la poussière et les briques. C'est moins intellectuel que sa sœur, mais il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? La honte m'a brûlé les joues. Il me réduisait à rien devant ces inconnus.
J'ai relevé la tête et j'ai fixé Monsieur de Langlade droit dans les yeux. En effet, ai-je dit d'une voix claire qui a coupé la conversation. Je suis architecte du patrimoine. Je passe mes journées à examiner les fondations des vieux édifices. C'est fascinant de voir comment, parfois, une façade magnifique peut cacher une structure totalement pourrie qui est sur le point de s'effondrer sur ses habitants. Un silence gêné a flotté au-dessus du rôti de veau. Monsieur de Langlade a plissé les yeux, me regardant avec un intérêt nouveau. Il a compris le sous-entendu. Ma mère m'a lancé un regard noir qui promettait des représailles, mais j'ai simplement souri et bu une gorgée de vin. Fascinant, a murmuré le vieux monsieur de Langlade. La solidité, c'est la seule chose qui compte à la fin. Ce soir-là, j'ai compris que j'avais peut-être un allié involontaire. Les de Langlade détestaient le mensonge. Et mes parents venaient de leur servir un banquet d'illusions. 3 jours avant le mariage, l'inévitable séance d'essayage a eu lieu. Coralie avait insisté pour que je vienne voir sa robe finale. C'est important pour la sororité, avait-elle posté sur Instagram. En réalité, elle avait besoin de quelqu'un pour porter sa traîne. Nous étions dans une boutique de luxe du Triangle d'Or de Bordeaux. Coralie est sortie de la cabine dans une création en dentelle de Calais, une robe sublime qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. 12 000 €, a chuchoté la vendeuse avec révérence. Une pièce unique. Ma mère pleurait d'émotion. Tu es une princesse, ma chérie. Une vraie princesse. Moi, j'étais assise sur un petit pouf doré, mal à l'aise dans mes vêtements de travail que je n'avais pas eu le temps de changer. Coralie s'est tournée vers moi, se regardant dans le miroir triptyque. Alors ? Tu ne dis rien ? Tu es jalouse ? A-t-elle lancé avec un petit rire méchant. Elle est très belle, ai-je admis honnêtement. Très chère aussi. La qualité a un prix, a répliqué ma mère sèchement. Heureusement que nous avons les moyens grâce à la vente de l'appartement. D'ailleurs, Daphné, le notaire a besoin que tu passes signer un papier de régularisation lundi matin, juste après le mariage. Une formalité. Elle parlait de la vente de mon loft devant la vendeuse comme si c'était leur argent. Au fait, Daphné, a dit Coralie en ajustant son décolleté. Voici ta tenue. Elle a pointé du doigt un cintre au fond de la boutique. J'ai regardé. C'était une robe informe, d'une couleur rose saumon atroce, avec des froufrous ridicules. C'est une blague, ai-je demandé. C'est le thème, a insisté Coralie. Et puis, ça cachera tes formes. Tu as pris des hanches, non? Je ne veux pas que tu gâches les photos. Amaury a invité des amis très chics, je ne veux pas qu'on te prenne pour le personnel. C'était la goutte d'eau. Pas la robe laide, je m'y attendais. Mais le mépris pur, décomplexé. Tu as dit à Amaury que c'était toi qui payais le crédit de papa et maman, ai-je demandé brusquement. Coralie s'est figée. Son visage d'ange s'est durci. Elle a fait signe à la vendeuse de s'éloigner. Qu'est-ce que ça peut faire, a-t-elle sifflé. Tu n'en as pas besoin de cette gloire. Toi, tu es forte, tu es seule. Moi, j'avais besoin de montrer à Amaury que je suis responsable. Que je suis une bonne partie. Si je lui avais dit que j'étais fauchée, il ne m'aurait jamais regardée. J'ai fait ça pour la famille. Pour nous élever socialement. Tu devrais me remercier. Te remercier de m'avoir volé 86 000 € de mérite ? C'est de l'argent, Daphné. Juste de l'argent. Tu es tellement matérialiste, c'est triste. Allez, et c'est ta robe rose et tais-toi. Elle s'est retournée pour admirer son reflet, persuadée que la discussion était close. J'ai regardé son dos nu, sa peau parfaite, sa confiance arrogante. Elle pensait vraiment que j'étais matérialiste parce que je ne voulais pas me faire dépouiller. J'ai pris la robe rose saumon. D'accord, ai-je dit doucement. Je vais la prendre. Je ne l'ai jamais essayée. Je l'ai laissée sur le cintre en partant. Ce jour-là, en sortant de la boutique, j'ai appelé Soraya. Lance tout, ai-je dit. Prépare l'huissier pour la cérémonie. Et assure-toi qu'il est une copie couleur des relevés bancaires. Je veux que même les gens au fond de la salle puissent lire les chiffres. Le compte à rebours était lancé. Plus de pitié. Le jour J est arrivé sous un ciel d'azur éclatant.
Le mariage avait lieu au château Smith au Lafitte, un domaine viticole prestigieux entouré de vignes dorées par le soleil d'octobre. Tout était parfait. Trop parfait. Je me suis réveillée dans mon loft, toujours le mien, pour l'instant. J'ai pris un café noir, observant le lever du soleil sur la Garonne. Je me sentais étrangement calme. C'est le calme de celui qui tient le détonateur et qui sait exactement quand il va appuyer. Je me suis habillée. Pas la robe rose saumon, évidemment. J'avais acheté un tailleur pantalon noir, coupe smoking, d'une élégance tranchante. Yves Saint Laurent, vintage. Avec des talons aiguilles noirs et un rouge à lèvres rouge sang. Je ne ressemblais pas à une demoiselle d'honneur soumise. Je ressemblais à la directrice générale d'une entreprise venue procéder à un licenciement massif. J'ai pris mon sac à main en cuir. À l'intérieur, pas de mouchoir ni de maquillage, mais une chemise cartonnée bleue fournie par Soraya. Le dossier contenait 3 documents clés, l'acte de propriété original de mon appartement. L'attestation de l'huissier bloquant la vente pour fraude et faux en écriture. Les 48 mois de relevé bancaire prouvant mes virements pour la maison de mes parents. J'ai conduit jusqu'au château. En arrivant, j'ai vu l'ampleur des dépenses. Un orchestre à cordes jouait du Vivaldi dans la cour. Des fontaines de champagne. Des compositions florales géantes d'orchidées blanches importées. Chaque détail criait argent, et chaque centime venait de la vente fantôme de mon appartement. J'ai croisé ma mère à l'entrée. Elle était livide en voyant ma tenue. Daphné. Où est la robe rose? Tu veux gâcher les photos? Tu as l'air d'aller à un enterrement. Je trouvais que le noir était plus approprié, maman, ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Pour le deuil de vos illusions. Elle n'a pas compris. Elle était trop occupée à vérifier si les serviteurs plaçaient bien les serviettes en lin. Peu importe. Mets-toi au fond. Et quand ton père fera son discours, essaie de sourire. On va annoncer le cadeau de l'appartement. Oh, je vais sourire, maman. Promis. Je suis allée prendre place. Je n'étais pas au premier rang avec la famille. J'avais choisi une place stratégique, sur le côté, près de la régie son et lumière. Près du micro de secours. J'ai vu Soraya arriver discrètement au fond de la salle. Elle était accompagnée d'un homme grand, chauve, portant un costume gris et une mallette, maître Dupont, l'huissier de justice. Il m'a fait un signe de tête imperceptible. La cérémonie a commencé. Coralie a descendu l'allée, radieuse, jouant la comédie du bonheur. Amaury la regardait avec amour. J'ai eu un pincement au cœur pour lui. Il ne savait pas qu'il épousait un mirage. Le prêtre a parlé d'amour, de vérité, de confiance. Les mots résonnaient de manière grotesque dans cette assemblée bâtie sur le mensonge. Puis est venu le moment des discours, avant le dîner. Mon père s'est levé, sa coupe de champagne à la main. Le silence s'est fait. C'était le moment. Chers amis, chère famille, famille de Langlade, a commencé mon père, sa voix tremblante d'une émotion bien travaillée. Le micro résonnait dans la grande salle voûtée du château. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Voir ma petite Coralie épouser un homme aussi exceptionnel qu'Amaury, c'est l'aboutissement de toute une vie de travail. Il a marqué une pause théâtrale. Vous savez, nous, les Barrettes, nous n'avons pas de titre de noblesse, mais nous avons des valeurs. La valeur du sacrifice. La valeur de l'entraide. J'ai serré mon verre d'eau si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. L'audace. Je veux remercier tout particulièrement ma fille Coralie, a-t-il continué en se tournant vers elle. Ces dernières années ont été difficiles pour notre entreprise familiale. Et c'est Coralie, avec son succès fulgurant et sa générosité sans limite, qui nous a soutenus financièrement. Elle a payé notre maison, elle a veillé sur nous. C'est un ange. Des murmures d'admiration ont parcouru la salle. Quelle fille dévouée, entendais-je. Si jeune et si responsable. Coralie a baissé les yeux modestement, essuyant une larme imaginaire. Amaury lui a baisé la main, fier comme un paon. Et enfin, a repris mon père, je veux remercier notre fille aînée, Daphné. Il m'a cherché dans la foule. Quand il m'a vu en noir, son sourire a vacillé une milliseconde, puis est revenu. Daphné a accepté de faire un geste magnifique aujourd'hui.
Elle nous a offert son appartement au Chartron, que nous avons vendu pour financer cette fête grandiose. Merci, Daphné, d'avoir enfin compris que le bonheur de ta sœur valait plus que des murs de pierre. Des applaudissements polis mais tièdes. Les gens me regardaient. Je voyais dans leurs yeux ce qu'ils pensaient. Ah, la sœur qui a dû être forcée, ou enfin elle sert à quelque chose. Monsieur de Langlade a levé son verre vers moi, un geste de respect. Il croyait au mensonge. C'était insupportable. Chaque applaudissement était une gifle. Ils avaient pris mon argent, 86 000 euros, et l'avaient attribué à Coralie. Ils avaient pris mon appartement, 200 000 euros, et s'en servaient pour se faire mousser. Ils m'avaient effacé. Mon père a levé son verre plus haut. À Coralie et à Maury. Et à la générosité de notre famille. Santé, a crié la salle. J'ai posé mon verre. Je me suis levé. Le bruit de ma chaise raclant sur le sol en pierre a été étrangement fort. Les têtes se sont tournées. Je n'ai pas souri. J'ai marché d'un pas lent et assuré vers l'estrade. Mon père m'a regardé arriver, confus. Il pensait que venait faire un discours de remerciement improvisé. Il m'a tendu le micro avec un sourire bienveillant. C'est bien, Daphné, dis un mot, a-t-il chuchoté hors micro. Ne gâche pas tout. J'ai pris le micro. Il était lourd, froid, puissant. J'ai fait face aux 200 invités. J'ai croisé le regard terrifié de ma mère. Elle savait. Dans cet instant, elle a vu dans mes yeux non pas sa fille, mais son juge. Merci papa, ai-je dit. Ma voix était calme, amplifiée par les enceintes, traversant la salle comme une lame de rasoir. Mais il y a une petite correction à faire dans ton discours. Le silence est tombé instantanément. Un silence lourd, épais, où l'on pouvait entendre le tintement des glaçons dans les seaux à champagne. Tu as dit que j'avais offert mon appartement, ai-je continué, articulant chaque syllabe. Mais pour offrir quelque chose, il faut être au courant, n'est-ce pas? J'ai ouvert mon sac et sorti le premier document. Je n'ai jamais donné mon accord pour vendre mon loft. Vous avez utilisé une procuration périmée et falsifiée. Vous avez vendu ma maison derrière mon dos pour payer ces orchidées et ce champagne. Des hoquets de surprise dans l'assemblée. Daphné. Arrête ça tout de suite. Tu es ivre, a crié mon père, essayant de me reprendre le micro. Je me suis écarté vivement. Je ne suis pas ivre, Bernard. Je suis très lucide. Et je ne suis pas seule. J'ai fait un geste vers le fond de la salle. Maître Dupont, l'huissier, s'est avancé d'un pas martial, fendant la foule. Il est monté sur l'estrade et a tendu une enveloppe bleue à mon père. Monsieur Barrette, a dit l'huissier d'une voix de stentor. Je suis maître Dupont, huissier de justice. Je vous signifie par la présente une opposition formelle à la vente de l'appartement de mademoiselle Daphné Barrette. La transaction est gelée pour cause de fraude. L'acheteur a été notifié ce matin. Il porte plainte contre vous. L'argent n'existe plus. Mon père est devenu gris-cendre. Il a regardé l'enveloppe comme si c'était une bombe. Ma mère s'est mise à hyperventiler. Mais, c'est payé, le traiteur. A balbutié mon père. Non, ai-je coupé. Les chèques vont être rejetés demain matin. Vous n'avez plus rien. Un brouhaha immense a éclaté. Les invités se levaient, choqués. Mais je n'avais pas fini. Je me suis tournée vers la table d'honneur, là où Coralie était figée, sa fourchette en argent suspendue en l'air. Et maintenant, parlons de l'ange gardien, ai-je dit, ma voix devenant plus dure. Parlons de Coralie, la millionnaire qui soutient la famille. Daphné, je t'en supplie, a crié Coralie, se levant brusquement. Pas ça. Aussi, ça. Surtout ça. J'ai sorti la deuxième liasse de documents. J'ai fait signe au technicien, que j'avais payé 50 € avant la cérémonie, de lancer la projection. Sur l'écran géant derrière nous, à la place du montage photo romantique Coralie et Amaury, est apparu un tableau Excel géant et des scans de relevés bancaires. Voici les comptes de la famille Barrette sur les 4 dernières années, ai-je annoncé, tel un professeur faisant une démonstration. Voyez-vous ces virements mensuels de 1800 € pour payer le crédit de la maison de mes parents? Regardez le nom de l'émetteur. J'ai pointé l'écran.
Le nom Daphné Barrett était surligné en jaune fluo sur chaque ligne. 48 fois. C'est moi. C'est mon argent. C'est mon salaire d'architecte. J'ai payé 86 400 € pour que mes parents ne finissent pas à la rue après la faillite de papa. Coralie? J'ai changé la diapositive. Un relevé de compte de Coralie, que Soraya avait obtenu légalement lors d'une procédure précédente de recouvrement de petites dettes. Revenus, 0, allocation chômage, 0, droits épuisés. Dépenses, Sephora, Zara, restaurant. Coralie n'a pas versé un centime. Elle vit au crochet de mes parents, qui vivent à mes crochets. Je me suis tournée vers Amaury. Il était debout, blanc comme un linge, regardant l'écran, puis Coralie, puis moi. Amaury, ai-je dit doucement, posant le micro pour lui parler directement. Elle t'a dit qu'elle était riche. Elle t'a dit qu'elle payait pour eux. Elle t'a menti. Surtout. Depuis le début. Coralie s'est jetée aux pieds d'Amaury, agrippant sa veste. C'est faux. Elle truque les papiers. C'est une jalouse. Amaury, mon amour, écoute-moi. Amaury l'a regardé, et j'ai vu l'amour s'éteindre dans ses yeux, remplacé par une horreur pure. Il a doucement, mais fermement, retiré ses mains de sa veste. Tu m'as dit que tu étais associé dans un cabinet. A-t-il murmuré. Tu m'as montré des chiffres. C'étaient ceux de Daphné? Coralie n'a rien pu répondre. Elle ne faisait que sangloter, son maquillage parfait coulant en rivière noire sur sa robe à 12 000 €. Le chaos qui a suivi était digne d'une tragédie grecque. Monsieur de Langlade, le père du marié, s'est levé avec une dignité terrifiante. Il a marché vers mon père qui tenait encore l'enveloppe de l'huissier, tremblant de tous ses membres. Monsieur Barrett, a dit de Langlade, sa voix coupant le brouhaha. Vous m'avez assuré de votre solvabilité. Vous m'avez assuré de l'intégrité de votre fille. Il semble que tout cela n'était qu'une escroquerie. C'est un malentendu, a couiné mon père. Daphné est instable, elle. Les chiffres ne sont pas instables, monsieur, a tonné de Langlade. Il s'est tourné vers son fils. Amaury. On s'en va. Amaury a regardé Coralie une dernière fois. Elle était effondrée sur le sol, une flaque de tulle et de mensonges. Je ne peux pas, a-t-il dit, la voix brisée. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je ne connais pas. Il a retiré sa boutonnière, une rose blanche, et l'a laissée tomber par terre. Puis il a suivi son père vers la sortie. Toute la famille de Langlade, 100 personnes, s'est levée comme un seul homme et a quitté la salle dans un silence de mort. Il ne restait que le côté de la mariée, les amis choqués, et le personnel du château qui commençait à comprendre qu'il ne serait probablement pas payé. Le maître d'hôtel s'est approché de mon père. Monsieur, compte tenu de la situation, et des informations que nous venons d'entendre, je vais devoir vous demander de régler le solde de la facture immédiatement. 50 000 €. Mon père a regardé ma mère. Ma mère a regardé le sol. Il n'avait pas 50 000 €. Il n'avait même pas 500 €. L'argent de la vente de mon appartement était bloqué par la justice. Je me suis approché d'eux. J'avais encore une dernière chose à leur remettre. Tenez, ai-je dit en tendant une dernière lettre à ma mère. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle pleurniché, le mascara coulant sur ses joues. Tu nous as assez tués pour aujourd'hui? C'est la confirmation de la banque. J'ai arrêté les virements automatiques ce matin. Le crédit de votre maison n'est plus payé. Vous avez 30 jours pour trouver une solution, ou la banque saisit la maison familiale. Tu ne ferais pas ça. A soufflé mon père. On était parents. On t'a élevé. Vous m'avez élevé pour être une vache à lait, ai-je répondu froidement. La vache est partie. Débrouillez-vous avec votre fille préférée. Après tout, c'est elle le génie de la finance, non? J'ai tourné les talons. J'ai traversé la salle dévastée, mes talons claquant sur le sol. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai entendu ma mère hurler mon nom, un cri de bête blessée, mais je n'ai pas ralenti. En sortant du château, l'air frais du soir m'a frappé au visage. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des années, je respirais vraiment. Je n'avais plus de boulets aux pieds. J'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été un spectacle fascinant d'autodestruction.
Bordeaux est une petite ville quand on parle de réputation. La nouvelle du mariage de l'arnaque s'est répandue comme une traînée de poudre. Amaury a officiellement annulé le mariage. Comme l'acte civil n'avait pas encore été signé, c'était prévu le lendemain, c'était une rupture de fiançailles. Mais une rupture publique et humiliante. Les de Langlade ont menacé de poursuivre mes parents pour dommages émotionnels et préjudice de réputation s'ils tentaient de les contacter à nouveau. Mes parents ont touché le fond. Avec l'annulation de la vente de mon appartement, ils se sont retrouvés avec une dette colossale envers le traiteur et le château. Ils ont dû vendre leur maison familiale en urgence, à un prix dérisoire, juste pour éviter la faillite personnelle et la prison pour escroquerie. Ils vivent maintenant dans un petit F2 humide en banlieue, une location précaire. Mon père a dû reprendre un travail à temps partiel comme veilleur de nuit pour payer les factures. Ma mère ne sort plus de chez elle, trop honteuse de croiser ses anciennes amies du bridge qui savent maintenant qu'elle est ruinée. Et Coralie? Ah, Coralie. La princesse déchue. Amaury l'a bloquée partout. Ses amis influenceurs l'ont abandonnée dès que l'argent a disparu. Sans le soutien financier de mes parents, et indirectement le mien, elle a dû faire face à la réalité pour la première fois de sa vie. Je l'ai croisée l'autre jour. Je faisais mes courses dans un supermarché. Elle était à la caisse, portant l'uniforme du magasin, scannant des boîtes de conserve avec un air misérable. Elle m'a vue. Elle a baissé la tête. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas souri. J'ai juste payé mes articles à une autre caisse et je suis partie. Quant à moi, je vis toujours dans mon loft. J'ai changé les serrures, installé une alarme et j'ai repeint les murs. J'ai effacé toute trace de leur passage. Soraya m'a aidé à blinder mes actifs pour qu'ils ne puissent plus jamais rien me réclamer, même au titre de l'obligation alimentaire envers les parents. Nous avons prouvé leur indignité grâce à la tentative de vol. Je suis seule, oui. Je n'ai plus de famille pour Noël. Mais quand je rentre chez moi le soir, que je m'assois sur mon canapé avec un verre de vin, je regarde mes murs de briques et je sais qu'ils sont à moi. Vraiment à moi. Personne ne peut plus me les prendre. Hier soir, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. C'était ma mère. Elle pleurait. Daphné. C'est Noël bientôt. On est seuls. Papa est fatigué. Coralie est déprimée. On a fait des erreurs, c'est vrai. Mais on a payé, non? Tu nous as assez punis. Reviens nous voir. On peut recommencer. On te pardonnera ton esclandre au mariage. J'ai écouté le message 2 fois. On te pardonnera. Même après tout ça, même après avoir tout perdu, ils pensent encore que c'est moi qui dois être pardonné. Ils n'ont rien appris. Ils ne changeront jamais. Ils cherchent juste un nouvel hôte à parasiter, maintenant que leurs ressources sont épuisées. J'ai appuyé sur supprimer. Puis sur bloquer ce numéro. J'ai compris quelque chose d'essentiel, la famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect. C'est la confiance. C'est la réciprocité. Quand ces choses sont brisées, il ne reste que des étrangers qui partagent le même ADN. J'ai 33 ans. J'ai une carrière brillante. J'ai un appartement magnifique. Et pour la première fois, j'ai l'avenir devant moi, sans personne pour me tirer vers le bas. J'ai peut-être perdu ma famille ce jour-là au château, mais je me suis retrouvée moi-même. Et c'est un échange que je referai sans hésiter. Voilà mon histoire. C'est brutal, je sais. Certains diront que j'étais trop dure, que j'aurais dû leur laisser une chance. D'autres diront que je n'ai fait que rendre la justice. Et vous? Si vous aviez été à ma place, auriez-vous appuyé sur le bouton supprimer de votre famille? Avez-vous déjà vécu une trahison similaire? Laissez un j'aime si vous pensez que j'ai bien fait de me défendre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de vengeance et de justice, et partagez votre propre expérience dans les commentaires. Parfois, il faut brûler les ponts pour éclairer sa route. Merci de m'avoir écouté.